Je vous présente ici la correction du devoir en temps limité numéro 7, qui commençait par une étude de fonction. Une étude de fonction relativement simple. C'était la fonction qui a x associe 2 plus 1 sur x carré. On pouvait utiliser la dérivée. D'ailleurs, quand vous dérivez, faites attention à bien préciser pourquoi elle est dérivable et simplifier l'expression de f' de x. Vous laissiez tous le moins 2x sur x puissance 4, beaucoup d'entre vous en tout cas. C'est étonnant, et il faut absolument apprendre à simplifier les expressions que vous obtenez. Ensuite, il y avait une équivalence qui ne posait pas de problème particulier. Il fallait être rigoureux, bien présenter les choses, comme tout raisonnement par équivalence. Ensuite, il fallait montrer que l'équation f de x égale x avec une seule solution, et pour cela, on étudiait la fonction. Alors, soit on étudiait f de x moins x, c'est ce qu'ont fait beaucoup d'entre vous, donc ça c'était une bonne chose. Vous étudiez f de x moins x, vous montriez que c'est une fonction strictement décroissante. Donc il y avait changement de signe, donc il y avait un seul alpha tel que f de alpha est égal à alpha. Mais on pouvait aussi utiliser la question précédente. Alors là, il fallait faire attention. Donc j'ai bien insisté sur la rédaction ici, parce que beaucoup ont du mal ici. Alors que sur cet intervalle, la fonction est strictement négative d'après les variations. Là, il n'y a que les variations de la fonction h. Ensuite, sur l'autre intervalle, il est important de préciser qu'elle est continue, donc elle s'annule au moins une fois, puisque h de 1 tiers est négatif. Et ensuite, elle est strictement croissante, donc elle s'annule une et une seule fois. Donc f a un seul point fixe. Alors la question suivante vous a vraiment... Alors, je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas posé la question, parce qu'il y a un élève qui l'a posé, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez du mal. On demandait un encadrement de alpha. Un encadrement, j'encadre un nombre par deux nombres. On encadre. Et on nous dit l'amplitude. L'amplitude, c'est la longueur de l'intervalle, si vous voulez, c'est b-1. Et on voulait que l'amplitude soit égale à 10-2. Ensuite, pour passer à la dérivée, f' de alpha, il suffisait d'utiliser l'expression de la dérivée. Alors, il y avait la valeur absolue, donc ça devenait 2 sur x cube. Ensuite, on obtenait un encadrement. Très peu d'élèves ont répondu à cette question, et pourtant, et en plus, ça servait plus loin dans le devoir, donc c'était pas censé être une question très difficile, surtout que vous aviez l'outil informatique qui vous permettait de répondre de façon assez simple à l'encadrement de alpha. Beaucoup le font avec GeoGebra, ils ne précisent pas malheureusement comment ils le font, mais souvent c'est juste. Ensuite, il fallait étudier la fonction f rond f, il n'y avait pas de difficulté particulière. Alors beaucoup ont écrit l'expression, mais f rond f était la composée de deux fonctions strictement décroissantes. Donc on pouvait en déduire directement que la fonction f rond f était strictement croissante. Pour les calculs de limite, on faisait le calcul d'une limite d'une composée. Quand x tend vers 0, f de x tend vers plus l'infini. Et lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 1,5. Donc la limite de f de x en 0 est égale à 1,5. De même, on montre que la limite en plus l'infini de f, rond f, est égale à 9,5. Il fallait juste faire attention pour faire le calcul de 9,5. Donc on a le tableau de variation de f rond f. La question suivante demandait de montrer que alpha était un point fixe de f rond f. Mais on savait que alpha était un point fixe de f, donc on avait déjà f de alpha égale alpha. En appliquant f, on arrivait à f de alpha égale à f de alpha, mais on savait que f de alpha égale alpha, donc on obtenait la propriété attendue, f de alpha est égal à alpha. Ensuite, il fallait établir une équivalence, un peu comme celle que vous aviez juste avant, sauf qu'ici il y avait des calculs un peu plus compliqués. Et à un moment donné, il faut développer une forme factorisée pour justifier une équivalence. La question suivante ne présentait aucune difficulté, il fallait juste résoudre une équation du second degré. Alors faites attention, ne pas vous tromper dans les calculs. Ensuite, une question qui vous a posé problème, parce qu'à un moment donné, il y a un passage un peu délicat, parce qu'il fallait justifier que si un était différent de alpha, alors f de un est différent de f de alpha. Si x est différent de y, alors f de x est différent de f de y. Si x1 est différent de x2, alors f de x1 est différent de f de x2. Cette propriété est la définition des fonctions injectives. Alors, ici, f était injective car elle était strictement
monotones, en particulier strictement décroissantes. Donc ici, pour l'argument qui permet de passer de un différent de alpha à f de un différent de alpha, c'est l'argument qui dit que f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Ensuite, il fallait montrer que la seule limite possible de un, c'était un point fixe de f. Dans le cours, nous l'avons vu sous la forme d'un complément, c'est le théorème des points fixes, vous devez être capable de le démontrer. La question 4C était plus originale, alors il fallait reconnaître un taux d'accroissement, mais un taux d'accroissement, il y avait comme une composée, puisqu'on supposait qu'un tendait vers alpha, et là on avait le taux d'accroissement en alpha qui tendait vers f' de alpha, ça c'est parce que la fonction f était dérivable en alpha, et donc la composée, en fait, entre la suite et la fonction, était une suite qui convergeait vers la valeur absolue de f' de alpha. Après, il y avait une question qui ne posait pas de problème particulier, c'était une récurrence simple. Après, il y avait un raisonnement sur la question D. Il fallait établir que la suite un divergeait. Alors, il fallait, en fait, ici, j'aurais dû mettre u0 différent de alpha. C'est une erreur, elle n'y est pas, donc c'est pour ça qu'il y a une erreur d'énoncé. Alors là, dans la correction, j'ai fait deux cas. J'ai fait le cas si u0 est égal à alpha et si u0 différent de alpha. Alors, la question 5 est une question qui était importante pour pouvoir avoir des idées sur la suite. Vous êtes très peu nombreux à la comprendre. Effectivement, je ne demandais pas de faire des conjectures, je demandais de décrire comment faire des conjectures. Mais là, il faudrait vraiment faire attention parce que l'énoncé était relativement clair quand même. Donc je vais vous montrer ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas si certains l'ont reconnu, mais c'était l'exercice 8 de la feuille 66. Et l'exercice 8 de la feuille 66, vous aviez la figure, hein, donc on pouvait faire assez rapidement la représentation graphique de la suite sur cette courbe. Il suffisait de faire comme on le fait habituellement. Alors là, je le fais assez rapidement pour pas perdre de temps, mais vous n'étiez pas obligé de le faire sur la... Alors il fallait le décrire, peut-être qu'il fallait prendre le temps. Là, je le fais assez rapidement. Et vous pouvez observer que les termes d'indice pair formaient une suite décroissante et les termes d'indice impair formaient une suite croissante. Alors là, on avait donc U0, après U2, U4, etc. Et ici, on avait U1, U2, U3, pardon, et U5. C'était une première approche qui permettait de dire que U2n semblait décroissante, U2n plus 1 semblait croissante. On pouvait même, si on était plus précis, voir que les deux avaient l'air de converger vers deux valeurs. Mais pour cela, on pouvait aussi utiliser Python. Avec un petit programme, comme celui-là, où on prenait deux listes x et y, et on traçait en fait les termes de la suite. Alors on peut même en faire une représentation graphique, donc avec une représentation graphique des termes de cette suite, donc là on voyait qu'un terme sur deux, en fait il y avait une sorte de deux courbes, en fait ici en bas on avait les termes de la suite U2n, et en haut les termes de la suite U2n plus 1. Alors on voyait bien que ici U2n plus 1 semblait croissante, U2n décroissante. Il y avait l'air d'avoir une limite ici. Alors il faut aller plus loin peut-être, mais on pouvait avoir une limite. Alors j'enlève toutes ces représentations. Voilà. L'important, c'était de faire des conjectures sur les variations des deux suites et à leurs limites. Moi, j'utilise les questions précédentes puisque je sais qu'il y a deux points fixes pour f en f, bon, mais on pouvait indiquer qu'il semblait que les suites convergeaient. La question suivante montrait que E2n est décroissante, a été plutôt bien traitée dans vos copies. Il fallait faire attention, c'est une récurrence simple. On n'oublie pas que lorsqu'on raisonne par récurrence, on doit établir une propriété qui dépend de n, un entier. La question B, 6b, il fallait montrer que U2n convergeait vers 2 moins racine de 2. Alors, pourquoi elle convergeait? Parce qu'elle était décroissante et minorée par 0, donc elle était convergente. Vous pouvez en plus préciser que la limite était nécessairement entre 1,5 et 1, si on étudie bien ce que nous avons démontré avant. Et après, c'était encore le théorème du point fixe. Il fallait établir la relation L égale f de L. Et comme on connaissait les solutions de cette équation, on pouvait en déduire que U2n convergeait vers 2 moins racine de 2. La toute dernière question était assez simple. Alors,
il faudrait montrer que l'image de 2 moins racine de 2, c'est 2 plus racine de 2. En fait, on peut le calculer, on peut le faire par le raisonnement. Mais il suffisait de connaître cette limite pour connaître la limite de u de 2n plus 1, puisque u de 2n plus 1, c'était l'image de u de n par f. Passons au problème de probabilité. Alors je note n indice i. Au ième tirage, on obtient une boule noire. C'est le plus simple. On pouvait noter ni et bi, c'était pas un problème, sachant que ni est égal à bi bar, c'est le complémentaire de bi, événement contraire. La formule de propriété totale, il faut donner le système complet d'événements. La première question, on fait un effort. On fait attention au calcul de chaque probabilité conditionnelle. Pour cela, le plus simple, c'est de faire au brouillon un arbre. L'arbre, je le fais au brouillon, c'est difficile de le faire sur la feuille, et surtout, on attend une justification avec les théorèmes du Co, ici c'est la formule des probabilités totales. Mais rien ne vous empêche de bien raisonner au brouillon sur les deux chemins qui amènent à n2, et d'arriver au résultat 11/20. Bon, pour la question suivante, c'était un peu plus technique, mais pas tant que ça. D'ailleurs, il faut faire les choses proprement, faire les calculs séparément. Tout n'est pas détaillé. La plupart du temps, je donne les théorèmes, mais parfois, je ne répète pas toujours les mêmes théorèmes. Ensuite, il y avait deux questions relativement simples. Alors, faites attention, il y a beaucoup d'erreurs de calcul. Alors, soit parce que vous n'avez pas construit l'arbre correctement et vous ne calculez pas bien les probabilités conditionnelles, soit parce que vous vous trompez simplement quand vous faites des opérations d'arithmétique élémentaire. Faites attention. Alors la partie B était de l'informatique. On n'a pas l'habitude de répondre à ces questions puisqu'on en a peu, donc il faut faire attention. Une fonction, j'insiste un peu là pour dire qu'une fonction a des paramètres et renvoie des valeurs. Le représente des boules blanches et noires, ça je crois que vous l'avez fait à peu près bien. Là ici, il y a très peu on trouvait parce qu'en fait il fallait détailler les choses pour bien comprendre. Alors certains le comprennent très bien, quand n est pair, quand n est impair, on avait une formule différente. Donc là je l'écris avec des parties entières, mais on peut le faire autrement en séparant pair et impair. Ensuite à chaque fois je dis qu'on a des paramètres et qu'on renvoie quelque chose qui représente des résultats de l'expérience. Toujours faire le lien avec l'expérience, le plus souvent en tout cas. Et à la fin, si on comprenait le programme qui était dans en annexe 1, c'était la réponse à la question 1 de la partie A. Dans l'exercice 3, ne posez pas de problème particulier. Ceux qui ont fait l'exercice, l'annexe 1, en fait, ont bien compris aussi l'annexe 2. Alors, il fallait rentrer un petit peu dans le programme. C'était pas particulièrement difficile. La dernière question, c'était estimer la probabilité de la question 4 de la partie A. La question 4, devions estimer le nombre moyen de tirages nécessaires pour que toutes les boules blanches se retrouvent dans U1 et toutes les boules noires dans U2. Alors dans ce programme, dans ces 6 lignes, on calcule le nombre de tirages nécessaires pour arriver à la situation où U1 contient que des 1. Cette expérience, on la réalise 10 000 fois. À chaque fois, le nombre nécessaire de tirages est ajouté à NB, une variable, qui permettra de calculer la valeur moyenne obtenue, qui permettra donc d'avoir un nombre moyen de tirages nécessaires. Ensuite, on revenait à un problème de probabilité classique. Ici aussi, il aurait été bien de faire un arbre brouillon pour comprendre comment calculer chacune des probabilités conditionnelles. Donc cet arbre était simple, mais il fallait prendre le temps de le faire correctement. Et on trouvait comme ça les probabilités A1, B1, C1 et D1. Alors la question suivante a été mal traitée, et pourtant elle avait déjà été faite. Pour justifier les relations entre AN, BN, CN et AN plus 1, BN plus 1, CN plus 1, DN plus 1, il fallait utiliser la formule des probabilités totales. Ensuite, il y avait une question avec une matrice qui ne posait pas de problème particulier si on avait les relations. La fin ne posait pas de problème particulier. Voilà pour cette correction. Si vous avez des questions, envoyez-moi un mail.